de Sifa Kaindo, de Mbakiri Imana, de Sifa Riziki, de Tumisi Fundaire, de Bissimwa Zawadi, de Christelle Mongana, de Wissa Bouira, d'Asifi Werosine, de Faïda Foura, de Sarah Eshima, de Chance Mapendo, de Merveille Baloumé, d'Akilima Lisekabouabo. Nous sommes venus, je disais tout à l'heure, pour honorer leur mémoire. Des 35 personnes qui ont été inhumées aujourd'hui, 22 sont des enfants. Certains sont des nourrissons. Ils représentaient l'avenir de leur famille. Ils étaient le produit des rêves de leurs parents. Des rêves ont été brisés. Parmi ceux qui sont morts, des femmes, des parents qui laissent des orphelins, qui laissent des familles avec un avenir compromis. Ceci doit s'arrêter. Nous devions, nous, gouvernement, être présents, évidemment, avec le président de la République lui-même qui a voulu que nous puissions être prêts dès les premiers moments pour gérer les conséquences catastrophiques de ces bombardements venus du Rwanda sur un camp des déplacés. Un crime de guerre, justice sera faite et nous sommes déjà sur le chantier. Et donc ce soir, lorsque nous arrivions de Goma, beaucoup craignaient que la cérémonie d'aujourd'hui ne se tienne pas. Parce qu'on nous dit que Goma est une ville où il n'y a pas de sécurité. On nous dit que Goma, on ne circule pas. On nous dit que Goma, ça tire à tout bout de champ. Mais nous sommes ici depuis hier et mes collègues depuis une semaine. Le constat que nous avons fait est différent. Évidemment, il y a beaucoup de manipulations qui sont à la base. Tout à l'heure, le général me disait, il y a plus un sentiment d'insécurité que d'insécurité elle-même, parce que l'insécurité, elle est entretenue. Mais nous sommes ici parce qu'il y a aussi des questions qu'il faut régler et je pense qu'au cours de cet exercice de redevabilité, certaines réponses vous seront apportées. Comme vous pouvez le voir, je suis avec le gouverneur militaire ad intérim, le général Peter Chirimwami, le ministre des Droits humains Albert Fabrice Pouela, le ministre de la Solidarité des Affaires humanitaires Modeste Mtinga et le directeur général du FONAREF Lucien Lundula. Avec eux, le gouvernement a géré cette crise. Je voudrais commencer par le gouverneur Peter Chirimwami. D'abord pour vous dire merci pour tous les services et la disponibilité dont vous avez fait montre depuis l'arrivée des collègues de la gestion de cette crise. Monsieur le gouverneur, on dit que votre ville n'est pas en sécurité. On dit que dans votre ville, on ne peut pas circuler. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et comment vous expliquer l'engouement que nous avons observé au cours de la cérémonie commémorative de cet après-midi? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence. Je crois qu'il y a plus de la manipulation que de la réalité. Leurs Excellences qui vous ont précédé ici sont dans la ville depuis une semaine. Je crois que ce que les gens disent de Goma, ce n'est pas totalement vrai. C'est vrai, il y a des moments, des incidents, et nous avions pris des mesures. À partir du mois de janvier, après que nous soyons réunis avec le comité provincial de sécurité, nous avions compris que la criminalité s'est passée entre 18h et 20h. Et nous avions décidé ensemble qu'on arrête la circulation des motards. Parce qu'on a évalué, on a trouvé qu'ici il y avait environ 500 motards qui venaient du Rwanda. Et là, ils travaillaient jusqu'à 22h et commettaient des crimes et rentraient chez eux. Nous avions pris cette mesure. Au début, les gens ne semblaient pas comprendre, mais aujourd'hui, on nous jette des fleurs. Je crois que le maire de la ville est témoin. Depuis le mois de février jusqu'à aujourd'hui, 0 cas de braquage des cambistes. Et là, nous nous en félicitons. Au mois d'avril, on a connu également une montée de la criminalité et nous avions mis sur pied l'opération Safi Chamouji. Je vais laisser la parole plutôt au maire de la ville pour qu'il vous donne les bilans, parce que le bilan est très positif et nous avons une tendance à la baisse significative de la criminalité dans la ville. Le maire de la ville peut intervenir.
Voilà, merci Monsieur le Gouverneur pour ces mots introductifs. On voudrait passer la parole au maire de la ville pour que vous puissiez nous dire quelles sont les dispositions que vous avez prises pour traiter justement cette question de la sécurité. Vous pouvez intervenir de l'autre côté, s'il vous plaît. Excellence, avec tout le respect, comme son Excellence, Monsieur le Gouverneur militaire venait de le dire, on avait observé une recrudescence, la grande criminalité dans la ville de Goma au début du mois d'avril. Ça nous a choqués. Il fallait faire une évaluation, notre diagnostic opérationnel. Autour de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous avions dit qui dit mission, dit moyens. On a réuni les moyens logistiques, on a réuni les moyens financiers, les personnels, et enfin, il fallait réorganiser la communauté de renseignement. Parce que sans renseignement, on ne pouvait pas bien cibler. Raison pour laquelle, après avoir monté toutes les stratégies que je ne peux pas dévoiler ici, nous avons planifié quelques opérations de bouclage ciblées ou encore quelques opérations de perquisition dans certains coins de la ville. D'une part pour l'insécurité classique, c'est-à-dire le braquage, les extorsions, les kidnappings. Les amis de la presse de Goma sont témoins. Nous avons démantelé 3 grands réseaux de grands criminels. D'une part, des hommes en uniforme, d'autre part, les amis faux Wazalendo et d'autres gangs. De ce point de vue, il a été organisé quelques chambres foraines, les audiences publiques, notamment le cas qui avait secoué le quartier Majengo dans la commune de Karisimbi, où un élément de GIR avait tiré sur les paisibles citoyens dans un restaurant, un autre qui avait tué un chauffeur de CICR, et le cas le plus emblématique, celui de l'entrée président, la famille Bwana Sadiki. Et les 2 premiers cas, il y a eu chambre foraine, condamnés à mort les auteurs de ces crimes. En dehors de cela, les kidnappings, le cas le plus frappant, c'est les kidnappeurs s'intéressent plus aux enfants tranche d'âge 2 à 5 ans. Maintenant, j'ai invité toute la population, d'ailleurs grâce à un atelier d'une sécurité collective, on fait participer toutes les couches de notre société. C'était tenu à l'hôtel Linda, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Et en dehors des services attitrés, notamment l'ANR, renseignement militaire ou de la police, j'ai senti que la population nous accompagne maintenant parce que c'est grâce au renseignement de certains compatriotes que nous avons ciblé certaines cachettes d'armes ou les maisons de tolérance où vivaient certains bandits à main armée. Et nous avions même scellé certaines maisons de tolérance. Le cas le plus frappant, c'est celui de Maman Malipo, très connu dans les quartiers Mikeno et Mère Double, même Hôtel Victoria.
qui logeait certains étrangers qui utilisent les différentes natures de drogue. Il y a même les motards arrêtés qui ont extorqué les biens d'autrui, qui ont même participé à l'assassinat d'un grand garagiste vers Majengo. Je crois que les gomatraciens le savent très bien. Voilà en résumé, Son Excellence. Nous sommes toujours sur terrain, mais nous n'allons pas baisser les gants. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ces éléments. Peut-être un dernier complément du gouverneur, et puis nous passerons la parole aux autres collègues. Vous pourrez éventuellement regagner votre place, et que s'il y a besoin de quelques précisions, on pourra vous redonner la parole. Je vous en prie, merci. Oui, Excellence, je voulais dire que, s'agissant de Ouazalendo, nous avions pris certaines mesures. C'est d'abord l'interdiction de circuler en ville avec armes, ou alors s'ils doivent arriver dans la ville, doivent avoir une autorisation avec un timing déterminé. La deuxième chose, nous avions organisé avec la MONUSCO des ateliers des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Au troisième moment, j'ai pris la mesure que personne, pour ce qui concerne les commerçants, ne doit plus importer les habits qui peuvent faire semblant de tenues militaires, de façon qu'on ne puisse plus avoir de confusion, parce que ces habits aussi font qu'il y ait des confusions. Voilà un peu les autres mesures que nous avions prises en dehors de l'opération Safi Chamoudji, qui a commencé, qui continue et qui doit encore continuer jusqu'à ce qu'on puisse pacifier complètement la ville. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur le gouverneur militaire. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir à vous. Monsieur le ministre des Droits humains, dès les premières heures de cet incident grave, vous avez été dépêché avec notre collègue de la solidarité des affaires humanitaires pour suivre de près avec les autorités provinciales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement des constats que vous avez fait à votre arrivée et des actions que vous avez vues poser à ce jour? Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Communication Média, porte-parole de notre gouvernement. Il est établi que tous les hommes, pygmées, bantous, nilotiques, blancs, jaunes, tous les hommes naissent égaux. Et c'est le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Non seulement pour les hommes, mais aussi les États entretiennent des rapports qui sont consacrés dans des conventions internationales. Les 3 mai, un vendredi, c'est un jour de conseil des ministres, vous vous souvenez, c'était la grande émotion. Le jour où nous célébrons la liberté de la presse. Effectivement. Et d'ailleurs, une minute de silence avait été observée à la demande de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, puisque le président séjournait en Europe et il a dit interrompre son séjour. Et dans le fait de l'action, une déclaration du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avait été faite. Nous sommes allés dans le même sens. Lorsque nous arrivons, nous saluons la collaboration et l'hospitalité des autorités provinciales du Nord Kivu à travers, Monsieur le ministre, qu'est-ce que je dis, le gouverneur militaire, le général Peter Chirimwami. Nous sommes empressés de tenir une réunion du Conseil provincial de sécurité pour faire le point sur la situation. Pendant notre séjour, nous avons rendu visite aux patients, c'est-à-dire aux blessés qui étaient dans des hôpitaux, alors que nous avons pu voir Madame Fouraini, cette pauvre dame devant qui on ne pouvait pas se retenir, qui a perdu 3 de ses enfants avant qu'on nous apprenne que le 4e était décédé. Nous avons également, pendant notre séjour, été, et je pense que c'était
le point d'orgue de notre séjour, c'est lorsque nous arrivons au camp des déplacés de Mugunga. J'aimerais que tous ceux qui connaissent Goma, particulièrement ceux qui ne connaissent pas Goma, je voudrais leur dire que l'espace de Goma vaut autant l'espace, même d'ailleurs moins que l'espace du lac Kivu. Lorsque vous avez des gens qui font la guerre sous le couvert des mouvements rebelles appelés M23, alors que nous savons clairement qui se trouve derrière ce M23, le Rwanda pour ne pas le citer, qui largue une bombe, qui ne va pas tomber dans le lac, parce que le lac est très grand, il pourrait dire, non, c'est par inadvertance, c'est par fait collatéral, nous ne visions pas les civils. Cette bombe n'est pas tombée sur le lac, mais cette bombe va tomber dans un camp de déplacés, ce qui veut clairement dire que c'était délibéré. On ne pourra pas demain nous dire que non, c'est par inadvertance, nous sommes désolés, c'était ciblé. Et lorsque vous avez une bombe qui a cette amplitude, qu'est-ce que je dis, cette puissance, au point même de fracasser, nous sommes arrivés là-bas, on a vu comment les pierres qu'il y a à Goma ont une certaine consistance, mais des pierres ont été fracassées, a fortiori lorsque ça atteint le corps humain. Ne vous étonnez pas qu'il y ait des corps qu'on n'a pas pu rassembler, même avec des cuillères, parce que 6 corps, qu'on n'a pas pu retrouver. Donc c'est avec une violence inouïe, pour dire que le Rwanda, à travers le M23, a eu à commettre un crime de guerre. Le Rwanda a eu à violer la Convention de Genève de 1949 et ce protocole additionnel de 1977. Quelle que soit la situation de guerre, vous ne pouvez pas vous attaquer aux civils, parce que la guerre c'est contre les forces combattantes, pas contre les civils. Vous ne pouvez pas vous attaquer à des hôpitaux, à des ambulances, à des églises. C'est interdit, c'est une convention qui lie les États. Et l'ayant fait, le Rwanda doit être poursuivi. Et c'est pourquoi nous sommes en train de répertorier tous ces éléments. Nous avons salué, puisque vous parlez de notre arrivée, la collaboration de notre établissement public, le FONAREV, qui s'est battu pour mettre à notre disposition toute la facilité qu'il fallait en termes de logistique. On aura l'occasion de passer la parole. Nous reviendrons, parce qu'il y a plusieurs questions qui vont se poser, notamment sur ces sujets. Peut-être que le général nous reprécisera spécifiquement l'arme qui a été utilisée, qui n'est détenue que par les États. C'est un monotube de 122 mm. Peut-être que vous pouvez nous dire, mon général, rapidement, c'était quoi l'arme qui est tombée sur le site de Mugunga? Merci, Excellence. L'arme qui est tombée sur le site de Mugunga s'appelle... La bombe. Oui, en fait, la bombe a été tirée par une arme qui s'appelle GPC. C'est une arme qui pèse 25 kg et qui porte une charge de 122 mm. Donc, cette arme monotype peut tirer jusqu'à 22 km. Et donc l'arme a été tirée à partir de Karouba, les hauteurs de Sac, par les Rwandais. Merci, mon général. Je me trouve du côté du ministre des Affaires humanitaires. Évidemment, la bombe tombe sur un camp de déplacés. Non seulement qu'il fait des morts, mais il détruit aussi les abris d'ailleurs plus aménagés pour la circonstance, qui ne sont pas dans les conditions les plus confortables pour accueillir les êtres humains. Lorsque vous êtes arrivé, quelles sont les premières réponses que vous avez apportées à cette situation? Lors de notre arrivée à Goma, en tant qu'animateur de l'humanitaire, les premières préoccupations étaient celles de savoir quelle était la situation sur le terrain
à Mobunga et à Lugashara. Parce que lorsqu'il y a des milliers de personnes qui se déplacent à la suite d'une guerre, à la suite d'une bombe, la première préoccupation est de savoir là où ils vont, est-ce qu'ils vont avoir de l'eau potable. Première préoccupation importante. La deuxième préoccupation est de savoir est-ce qu'ils vont avoir les soins médicaux, est-ce qu'ils vont être soignés. Et la troisième, est-ce qu'ils seront hébergés? Y a-t-il des abris pour les recevoir? Nous avons voulu savoir si toutes ces trois conditions étaient réunies. Il était difficile de le savoir. Nous avions décidé de descendre sur le terrain nous-mêmes pour avoir la réalité. Arrivé à Mobunga, c'était la grande désolation. Parce que les bombes qui sont tombées ont déchiqueté les abris de fortune qui ont été aménagés par le gouvernement, par Foranev et nos partenaires internationaux. Nous avons trouvé sur le terrain les enfants mal nourris, les enfants sans habits. Je vous assure, c'est un spectacle difficile à vivre si on est humain, si on est parent. Nous avons également constaté que les personnes de troisième âge, ces personnes qui ne savent pas courir, qui ne savent pas se déplacer, étaient laissées à leur propre sort. Que fallait-il faire? Nous devions nous mettre en communion avec nos partenaires sociaux, plus particulièrement notre partenaire technique, Fonarev, pour que nous puissions apporter les premiers soins, pour que nous puissions apporter le premier secours en vivre. Et nous nous sommes dit que cette situation dramatique ne peut pas devenir une habitude. Les compatriotes qui sont sur ce terrain doivent sortir de là. Comment vont-ils sortir si nous avons un ennemi coriace sur les montagnes qui nous tire dessus, qui a déjà tiré des bombes sur ces camps des innocents, des déplacés de guerre? Comme le disait mon collègue des droits humains, ceux qui ont le droit d'être protégés à travers le monde, sur lesquels on ne peut pas jeter des bombes, on ne peut pas tirer dessus, on ne peut pas les mettre dans des conditions confortables. Et pourtant, c'est ce que le président Kagame et les M23 ont fait. Il aurait fallu qu'ils voient ces images, que la communauté internationale voit ces images pour se rendre compte de la hauteur du drame. Et ce drame ne doit pas rester impuni. Il faudrait que la communauté internationale, qui a fini par reconnaître que notre pays est agressé, parce qu'ils ont tergiversé pendant plusieurs années, grâce au déplacement diplomatique, à l'action diplomatique du président de la République, tout le monde a fini par conclure que la République démocratique du Congo est attaquée. Les États-Unis, l'Union européenne, même s'ils travaillent un peu en coulisses en signant les accords avec le Rwanda, tous les pays du monde ont fini par conclure que nous sommes agressés par la République, par le Rwanda. Cela ne doit pas continuer. Monsieur le ministre de la Communication, la situation que nous avons trouvée sur le terrain est dramatique du point de vue humanitaire parce que ces personnes manquent de tout. Leur situation est autant plus grave que ceux qui sont en famille, sont dans les mêmes conditions. On peut dire que toute la population de la province du Nord Kivu et de Goma étant bloquée du nord au sud et à l'est, les gens n'ont que le lac comme voie d'accès. La situation est dramatique, elle est difficile, c'est que nous avons constaté. Mais nous avons apporté, étant soit peu, le minimum essentiel qu'il fallait. Ce minimum ne pourra pas faire 3 mois. Lorsqu'on apporte les règles humanitaires exigent que lorsqu'on a apporté l'assistance
On le fait tous les 3 mois pour pouvoir renouveler. Quand quelqu'un a eu un sac de riz, il a eu un sac de farine, il a eu un bidon d'huile, dites-vous bien qu'il ne peut pas les garder pendant 6 mois, pendant 7 mois, surtout qu'il n'a pas d'installation électrique, qu'il vit dans des conditions difficiles. Cette situation est difficile et c'est la conséquence de l'agression de notre pays par le Rwanda. Nous allons nous mobiliser pour foutre ces gens-là dehors de notre territoire. Voilà, merci. Entre-temps, le gouvernement va continuer à travailler avec les autorités provinciales pour apporter l'assistance humanitaire qu'il faut. Alors, M. Lucien Lundula, on a beaucoup parlé du FONAREF. Je rappelle que vous êtes né récemment, Fonds national pour la réparation de victimes des violences. Et quel est le rôle que vous avez joué aux premières heures dans la gestion des conséquences de cet incident dramatique? Merci beaucoup, Monsieur le ministre de Communication, porte-parole du gouvernement. En effet, dans le cadre des instructions du chef de l'État, nous avons été instruits par le Premier ministre, chef du gouvernement, d'accompagner l'action gouvernementale par rapport au bombardement du 3 mai. Notre rôle étant d'accompagner, parce que le FONAREV, c'est un établissement public qui a vocation d'accompagner les victimes, non seulement dans l'accès à la justice, aux réparations, mais également dans les cas d'espèces, dans les cas de victimes de violences telles que le crime de guerre qui a été réalisé dans les cas de Mungunga le 3 mai de ces mois-ci. Notre mission était pratiquement axée sur 4 points. Le premier point, c'était d'offrir à ces victimes des obsèques dignes de ce nom. Deuxièmement, d'accompagner toutes ces victimes dans les cadres des victimes blessées, aussi bien les décédés, faire une prise en charge au niveau des hôpitaux. Troisièmement, de s'assurer d'apporter une certaine, dirons-nous, aide financière à la famille. Et enfin, de faire en sorte que nous puissions, à travers le ministère des Affaires sociales, d'offrir de nourriture ou des accompagner en tout cas en termes d'alimentation. Alors cet après-midi, peut-être qu'avant que le journaliste ne pose des questions, on a été couper les rubans symboliques d'un cimetière qui sera destiné, Monsieur le ministre des Droits Humains, à toutes les victimes de cette barbarie. D'ailleurs, il ne faut même plus parler du M23 parce qu'il n'existe pas, plutôt de l'armée rwandaise. Et donc, c'est les premiers pas d'un travail de mémoire que vous avez commencé. Et là, c'est un exemple concret de ce qui se fera. Merci beaucoup. Plusieurs ont entendu parler de la justice transitionnelle. Plusieurs aussi se posent des questions sur ce que cela voudrait dire. Lorsqu'il y a un crime qui se commet, selon la justice classique, il faut qu'il y ait une plainte ou que le parquet ou l'auditorat se saisissent d'office. Et l'action publique, pour ceux qui ont fait le droit, est liée à plusieurs conditions pour être ouverte ou pour qu'elle soit mise en mouvement. Il faut, prenons par exemple que l'auteur puisse remplir certaines conditions, par exemple qu'il ait la majorité pénale ou que le fait ne soit pas prescrit ou qu'on parvienne à mettre la main sur l'auteur de cette infraction. Lorsque ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'action publique. Et lorsqu'il n'y a pas d'action publique, on ne peut pas avoir un procès. Et quand il n'y a pas un procès, cela ne peut pas donner lieu à des dommages et intérêts. Mais dans le cas de la justice les infractions sont commises. Les gens sont tués. On parle du principe selon lequel l'État a la responsabilité d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais lorsque l'État, dans une certaine mesure, faillit, il est important que l'État vienne pour réparer. Prenons par exemple, cette population de déplacés devait être protégée, sécurisée par notre État. Mais il y a eu une bombe qui est venue, qui a semé la terreur, qui a semé le moi, qui a tué. N'ayons pas peur de mots. Et dans le cadre de la justice transitionnelle, justement, il y a 4 piliers. Il faut connaître la vérité. Il faut qu'il y ait la justice. La justice élève une nation. Et après la justice, il y a la réparation.
après la réparation, les garanties de non-répétition. Et dans le cadre de cette réparation, la justice transitionnelle qui est au fait victimocentrique, c'est-à-dire on se concentre sur la victime et non sur l'auteur de l'infraction. Parce que les faits peuvent être prescrits. Parce qu'on ne peut ne pas mettre la main sur l'auteur de cette infraction. Mais la victime, elle souffre. Comme le cas de ces personnes du camp des déplacés de Mugunga. Lorsque on vient avec la réparation, cette réparation peut être individuelle comme elle peut être collective. Et puisqu'il faut des garanties de non-répétition, il faut des réformes législatives, des réformes réglementaires. Et plusieurs ont eu à nous reprocher, non mais les Congolais, vous parlez des millions de morts. Mais où sont ces morts-là? Il vaut mieux tard que jamais. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Nous savons qu'il y a des fosses communes dans toutes les provinces pratiquement, particulièrement ici au Nord Kivu. Plusieurs. Pas plus tard, c'est avec vous que nous avions eu à coordonner la rédaction de la dernière édition du livre blanc avec le massacre de Kishiché. Des Bambos et partout, il y a eu des fosses communes. Mais désormais, avec cet établissement chargé de la réparation des violences sexuelles et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, nous aurons des cimetières du Génocos. Et c'est le premier exemple, c'est la première expérience que nous avons à Goma. C'est là que nous saluons la détermination du FONAREV, parce que nous avons donné l'idée, nous avons insisté, mais non seulement le FONAREV, mais l'implication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur militaire, et la bonne collaboration des élus locaux, parce que plusieurs allaient s'opposer à cette idée d'avoir un cimetière. Mais partout à travers le monde, nous avons des cimetières spéciaux. Les Juifs qui avaient été massacrés en Occident. En France, si vous allez à Paris, il y a un cimetière spécial pour les Juifs. Vous allez, l'Holocauste dont on parle, il faut des traces. Il faut savoir rétablir tout ce qui s'est passé. Et désormais, à Goma, nous aurons ces cimetières de l'Holocauste, de Génocauste, comme nous appelons cela, où seront désormais enterrés tous. Mais nous congérons les sorts. Ce n'est pas parce qu'on a un cimetière que nous encourageons qu'il y ait encore des morts. Non, 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 non. Il faut que ça s'arrête. Et tout sera fait, tout sera mis en œuvre pour qu'il y ait le moins possible de morts. Mais ceux qui sont décédés, on les met là-bas et on étudiera la possibilité d'amener aussi les ossements des victimes de Kishiché, les victimes de Makobola, les victimes de Likikulula, pourquoi pas, de tous ceux qui ont perdu leur vie, de M. l'abbé, du père Mathieu, si je m'abuse, de tous ceux que nous avons perdus dans le cadre de ce conflit, parce que, comme l'avait dit le pasteur Ekofo, non seulement nous, mais nos enfants, les enfants de nos enfants devront se souvenir. Ce sera un site, c'est désormais un site de mémoire, un site de souvenir pour que les enfants de nos enfants, les générations à venir, comme aujourd'hui lorsque nous allons sous d'autres cieux à Auschwitz, par exemple, ce qu'il y a eu comme dégâts là-bas, même en Afrique du Sud, nous avons visité un musée de l'apartheid. Et là, on reprend avec les noms, comme aujourd'hui nous l'avons fait. Bravo, vous avez repris les noms de toutes ces victimes. Les noms seront inscrits là-bas et les générations à venir, les membres de famille se souviendront, nos enfants, nos parents, nos aïeux ont payé de leur vie pour que la paix revienne dans ces pays, ont été victimes de cette barbarie, de cette cruauté, de cette violation des droits de l'homme par l'État voisin, l'État du Rwanda. Voilà, avant de passer la parole au journaliste, Monsieur Lucien Ndula, je me souviens que ce travail a commencé. Le président de la République lui-même, je pense le 2 août dernier, l'année dernière, a été le premier à la place dite des évolués avant à Kinshasa pour marquer justement le départ de cette commémoration. Cimetière du Génocauste, pouvez-vous nous dire brièvement qu'entendez-vous par Génocauste? Merci une fois de plus pour votre question. Comme l'a si bien dit le ministre Pouela, nous avons ensemble décidé de dédier aujourd'hui à Kibati le nom de Génocauste, tout simplement. C'est le Génocauste, c'est des crimes pour des raisons économiques, des crimes d'un génocide pour des raisons économiques. Et cela est totalement
consacré dans la loi du FONAREV. Je pense à son article 28 où il est carrément consacré une journée en hommage des victimes des crimes de violences sexuelles liées au conflit et des crimes internationaux en République démocratique du Congo. Donc nous avons trouvé bon, effectivement, imaginez il y a plus ou moins un mois, il y a le haut représentant des droits de l'homme des Nations Unies est arrivé ici à Goma. Les Congolais souvent parlent d'eux-mêmes comme quoi nous avons un nombre indescriptible de victimes, on parle de 10 millions, et le commissaire a demandé, mais vous parlez de tant de victimes, où sont ces victimes? Donc il est important que nous ayons un endroit consacré, particulièrement pour tous ces crimes, pour nous permettre enfin de pouvoir dénoncer ce qui a déjà été fait, mais de montrer que réellement que le Rwanda et les supplétifs du M23 sont en train réellement de commettre des crimes ici. Donc le Génécos est consacré dans la loi FONAREV à son article 28. Il provient de la société civile et de la diaspora, je crois, de Londres. Et nous avons tout simplement trouvé que c'était effectivement bon parce que, en réalité, le Rwanda prétend venir chercher des FDLF ici, mais ce n'est pas ces FDLF qui cherchent, ils sont en train de chercher des minerais. Les FDLF qu'on connaît, c'est les coltans, c'est l'or et tout le reste. Et nous avons pensé qu'il était vraiment important de faire la différence entre les crimes ou les décès, dirons-nous, naturels, et des décès ou de nos frères qui sont fauchés par la violence et la barbarie rwandaise. Alors, merci beaucoup. Nous allons passer la parole aux journalistes. Je rappelle que nous sommes arrivés avec beaucoup de journalistes de Kinshasa. Il y a beaucoup de journalistes de Goma aussi. On va faire un effort pour alterner. Je souhaiterais que les questions puissent être brèves, claires et précises. Nous avons eu une longue journée épuisante pour que nous puissions vous apporter des éléments d'éclairage. On va commencer par Alain Waikani. Merci, moi c'est M. Alain Waikani pour le code Al Jazeera. Monsieur le ministre, pourquoi le gouvernement congolais donne l'impression de... comme si les Congolais devraient comprendre que la vie ne se vale pas? Il y a 3 jours, plus de 17 personnes enlevées, massacrées, des têtes coupées par Codeco. On voit comme si le gouvernement a traité un peu la milice Codeco, qui ont déjà massacré dans les mêmes conditions. L'M23, c'est d'ailleurs des bombes, mais en Ituri, on a vu Codeco massacrer femmes, enfants, vieillards, dans leur tête, dans les cas de déplacés, 70, 40 et plusieurs autres. On n'a pas vu le même engouement et on continue de ne pas avoir le même engouement jusqu'à aujourd'hui. Non, je crois que là, je peux vous arrêter parce que mon collègue qui est à ma gauche peut vous dire qu'il s'est rendu en Ituri pour organiser des obsèques aux côtés du gouverneur militaire. Et parce que vous parlez d'Ituri, je crois que vous avez suivi il y a quelques semaines, le vice-premier ministre, ministre de la Défense était sur place où un accord a été signé entre les communautés. Ici, ce n'est pas un concours où, entre guillemets, toutes les âmes congolaises qui sont perdues partout au Congo du fait de la violence ou du fait des catastrophes humanitaires, le gouvernement apporte une réponse. Alors il faut qu'on essaie d'éviter d'aller sous ces prismes comparatifs. Parce qu'ici, c'est un crime de guerre d'une violence innommable. On ne compare pas avec les violences des autres, mais il faut garder la spécificité de ce qui s'est passé ici. Une bombe d'une telle puissance dans un camp des déplacés avec autant d'enfants, ça mérite une attention nationale et exactement comme c'est le cas pour les autres provinces lorsqu'il y a des victimes qui sont touchées. Évoluez avec votre question. Je n'avais pas fini la question. Allez-y, s'il vous plaît. Pourquoi le gouvernement ne prend pas un taux ferme vis-à-vis des Codeco? Pourquoi on négocie avec Codeco? On a vu dans les années passées des chefs de guerre être arrêtés en Ituri, jugés, condamnés. Mais qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement et Codeco alors qu'ils comprennent très bien ce qui se passe? Alors, on ne va pas singulariser les sujets, parce qu'aujourd'hui, les sujets, c'est Mugunga et les activités des Goma. Mais je comprends la pertinence de votre question et je vous ai déjà donné la réponse tout à l'heure. Il est hors des questions. Et d'ailleurs, dans le processus de Nairobi qui a commencé, je pense que Codeco a été exclu. Il est hors des questions d'aucune manière d'accorder aucune forme d'avantage ou de prime à ceux qui tuent le Congolais. Si on n'a pas intégré le M23 dans les processus des discussions de
Luanda, par exemple, le processus politique qui était conduit par les présidents Uhuru Kenyatta, c'est parce que justement ils ont repris les armes. Donc il faut quitter ces terrains où vous avez des appréhensions de ce type. Nous considérons qu'il y a une action qui est menée à la fois ici dans les Nord Kivu, mais aussi dans l'Ituri et partout où il y a l'insécurité pour apporter des réponses. Je crois qu'on va prendre les questions de M. Ochokum. Faisons un effort pour rester dans les cadres du sujet des commémorations qui ont été faites aujourd'hui. Et puis on prendra un journaliste du Nord Kivu et puis on reviendra sur un journaliste de Kinshasa et ce sera Innocent Alenga plus tard. Allez-y, M. Ochokum. Bonsoir et merci Monsieur le Ministre. J'ai deux questions, une pour vous et l'autre pour le gouverneur militaire. En ce qui vous concerne, c'est une phrase que vous avez prononcée, plutôt tweetée, lors de ce malheureux événement. Vous avez parlé de documenter. Nous sommes en train de documenter. D'ailleurs, ça avait un tout petit peu frustré la toile. On aimerait comprendre, parce que le ministre des Droits humains aussi a repris ça encore aujourd'hui à 2 reprises. Ça consiste à quoi exactement documenter? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement? Et pour le gouverneur militaire, vous avez cité précisément ce qui s'est passé. Il n'y a pas de mystère. Vous savez d'où a été tirée cette munition. Mais quelle a été la réponse militaire à l'endroit des coupables? Qu'est-ce que nos forces armées ont eu à faire entre-temps, par exemple au front? Est-ce qu'il y a eu une attaque, une offensive ou quoi que ce soit? Parce que les mouvements citoyens ont réclamé ça, par exemple aujourd'hui, lors de la commémoration, lors du deuil au stade. Merci. Voilà, sur votre première question, je pense que mon collègue de droits humains est plus apte pour donner plus d'éléments à ces sujets. Ici, il faut refuser de tomber dans les pièges de la manipulation parce qu'il y en a beaucoup dans les réseaux sociaux. Tout à l'heure, lorsque nous parlions du cimetière du Génocos qui a été installé, le ministre des Droits humains à main droite m'avait dit, et le coordonnateur, le directeur du FONAREF l'a dit aussi, lorsqu'on a reçu la visite du Volker turc, on parle des morts, où sont-ils? Dans cette guerre avec les Rwandais, j'ai dit et le répète, nous sommes sur 5 fronts. Il y a un front militaire, il y a un front diplomatique, il y a un front judiciaire, il y a un front économique et il y a un front médiatique. Et lorsque un fait se passe comme celui-là, le minimum, la première étape que vous devez faire, si vous pensez plus tard obtenir réparation, par exemple, nous avons les cas de l'Ouganda, qui a été condamné à nous payer 360 millions de dollars pour les conflits qu'il y a eu en province orientale. On aurait pu réclamer des milliards si nous avions des éléments, si nous avions documenté tous les crimes qui ont été commis à cette époque-là. Et donc, ceux qui se sont excités, entre guillemets, passez-moi l'expression, lorsqu'ils ont parlé de documenter, donc ils doivent s'informer davantage. Parce que lorsque des crimes se commettent, on les répertorie. Aujourd'hui, la cérémonie a commencé avec un peu de retard parce qu'on devait autopsier les corps, regarder l'impact des projectiles ou des bombes ou du feu contenu dans la bombe, ce qu'il a fait sur les corps, parce qu'on en a besoin le moment venu pour les besoins de la justice. Alors, je voudrais que sur ce point, le ministre des droits humains mais complète et on pourra revenir sur la question du gouverneur militaire. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Vous l'avez clairement dit. Je pense que Monsieur le journaliste comprend. Lorsque nous disons que nous documentons, c'est pour les besoins de la justice. Aujourd'hui, vous savez, plusieurs ont oublié Tingi Tingi. Plusieurs ont oublié Makobola. Plusieurs ont oublié Mwenga. Plusieurs même se demandent, oh mais vous parlez beaucoup de Kishishi, c'est quoi Kishishi? Qu'est-ce qu'il y a à Kishishi? Mais nous n'oublions pas. Nous documentons tout cela. Je ne sais pas quelle est la formation que vous avez, mais il ne suffit pas d'alléguer un fait devant la justice pour qu'on vous croie sur parole. Non, il faut étayer cela par des preuves. Et la preuve, ce n'est pas seulement lorsque vous les déclarez, c'est pas votre parole qui vaut de l'or. Non, il faut des éléments probables. C'est ça, au fait, la documentation dont on parle. Avec, par exemple, je peux vous donner une illustration, les rapports mapping. Lorsqu'aujourd'hui nous parlons des soucis des réparations dans les cadres qui devront être pris en charge par FONAREF, on parle du rapport mapping, on parle de 1993.
parce que c'est à partir de ce moment-là que les graves crimes avaient commencé, qui sont documentés justement. C'est juste ce que ça veut dire. Donc, il ne faut pas en vouloir à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, lorsqu'il parle de la documentation ou de la réunion des éléments, des preuves, c'est à juste titre qu'il est dit, parce que demain, nous allons nous en préoccuper. Tenez, lorsque vous avez une infraction de droit commun, vous avez volé, vous avez porté des coups et blessures volontaires, naturellement, c'est la justice locale, la justice nationale qui va s'en occuper, telle qu'elle est organisée. Mais lorsque vous avez des infractions graves qui touchent même à l'humanité, on parle des crimes d'agression par exemple, on vous parle des crimes, d'ailleurs ils sont tous traités des crimes imprescriptibles. Les crimes de guerre par exemple. Vous êtes chez vous, vous savez que vous devez vous battre contre ceux qui ont des armes. Vous envoyez une bombe d'une telle puissance dans un camp de déplacés qui n'ont rien pour répliquer. Ça dépasse la justice locale. C'est la justice internationale. Et devant la justice internationale, il faut apporter des éléments. Ces éléments-là, vous n'allez pas les ramasser. C'est pourquoi on parle de la documentation, justement. Voilà. Sur l'autre volet de la question, je ne sais pas si les gouverneurs militaires ont un commentaire. Nous savons tous que la soif, les Congolais veulent la guerre. Il faut qu'on se dise les choses clairement, telles qu'elles sont. Mais vous savez, la guerre, nous avons fait le choix de la faire. Mais avant d'arriver à la faire, avec l'intensité que cela requiert, il ne faut pas oublier que nous n'évoluons pas de manière isolée. Nous sommes dans une communauté des nations, c'est pour ça que je vous ai dit que nous avons un front militaire. Et le front militaire, de manière générale, les Nations Unies, tout le monde vous dit, il faut qu'on essaye d'observer. Nous avons en face de nous des terroristes pour qui le général dira plus ou moins ce qui peut être dit, parce qu'on ne va pas revenir devant les médias et commencer à partager ce qui relève de la stratégie militaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ni le gouvernement central, ni le gouvernement ici, encore moins au niveau opérationnel, les gens ferment les yeux sur ce qui se passe. Il y a des réponses qui sont préparées, certaines sont même apportées sans que vous ne soyez au courant. Mon général, peut-être un petit commentaire sur cette question. Oui, Excellence, c'est exactement la réponse que j'allais donner. Il n'y a pas un automatisme d'action dans la guerre, il y a plutôt une planification. Et donc, à ce jour, vous ne pouvez pas me dire pourquoi on n'a pas réagi, parce qu'il y a une planification. C'est la réponse que je peux vous donner maintenant. Voilà, merci. Merci mon général. On va prendre la question de M. Jaffar. Et puis ce sera M. Innocent Olenga. Notamment celle du gouvernement américain qui a accusé directement le Rwanda. Mais de notre côté, qu'est-ce qui a été fait? Ou qu'est-ce qui va être fait pour que le Congo obtienne réparation? Y aura-t-il d'enquête ou de plainte? À quel niveau? Surtout qu'aujourd'hui, les sites miniers sont déjà occupés par les rebelles, donc par les Rwandais. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Vous savez, la procédure judiciaire est souvent longue et difficile à comprendre. C'est comme ce qu'on dit, le fil d'Ariane. Nous avons, dans le cadre de notre gouvernement, un ministère qui a en charge la justice et avec lequel nous collaborons. Lorsque tous les éléments, nous l'avons dit même dans notre monde de circonstances aujourd'hui, nous avons mené beaucoup d'actions grâce auxquelles, entre autres, nous avons eu la visite du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui a séjourné dans notre pays pendant 4 jours. Les États-Unis, nous avons salué ces sauts au fait en avant, comme l'Union européenne, qui commence clairement à stigmatiser le comportement du Rwanda. Pas plus tard que hier soir, j'ai suivi encore la déclaration de certains responsables de l'Union européenne qui demandaient au Rwanda de se retirer de la République démocratique. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut des sanctions. Mais lorsque nous parlons de la justice, non seulement qu'il faut saisir, certains diront non, mais le Rwanda n'a pas signé ou ratifié la
les statuts de Rome, mais le Rwanda fait partie des États qui composent les Nations Unies. Et ceux qui le savent, parmi les organes des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle non la Cour pénale internationale, mais la Cour internationale de justice, que nous pouvons saisir très valablement. Et tout cela est en train d'être, je reviens sur la même expression, tous les faits sont documentés pour saisir cette justice internationale. Il est même possible, parce que nous sommes en train de travailler, pour que nous obtenions une juridiction spéciale pour la République démocratique du Congo, comme on a eu en Yougoslavie, comme les autres qui font des morts, un fonds de commerce politique, diplomatique, et s'évertit maintenant à transporter cette violence chez nous. Nous avons, les 100 Congolais crient vengeance. Il faut une justice, je lis très bien là-bas, justice pour Mugunga, justice pour Mwenga, où on a enterré vivante des femmes, justice pour Makobol, justice pour tous ces crimes graves qu'on a connus en République démocratique du Congo. Donc, gardez votre mal en patience. Ces crimes, comme nous l'avons dit, au nom du chef de l'État, ne resteront pas impunis. Voilà, un petit commentaire, parce que vous avez insinué la question sur l'exploitation minière de Roubaïa. La guerre, elle est économique. Vous avez suivi tout à l'heure ce que disait M. Lucien dans la définition du génocoste. Vous avez suivi la mise en demeure qu'on a lancée contre Apple. Beaucoup ne savaient pas que cela s'est préparé. Parce que justement, il fallait arriver à faire ce dont on parle depuis quelques minutes, documenter. Aujourd'hui, c'est évident. Et c'est la preuve patente. Nous avons commencé une action, parce que finalement, ces minéraux, lorsqu'ils les prennent, il y a des gens qui achètent à la fin. Il y a des gens qui les exploitent. Il y a des entreprises qui sont cotées en bourse et dont la réputation est mise à mal. Nous avons mis, à travers un cabinet d'avocats, en demeure Apple pour que dans les 3 semaines, je pense que ça va échoir bientôt, qu'ils puissent nous expliquer, parce que nous avons des éléments clairs, convergents, qui prouvent que leur circuit d'approvisionnement s'est fait par la violence, par les recrutements des enfants, etc. Et donc, vous voyez bien que le temps de la justice n'est pas forcément le temps de la rapidité que nous souhaitons par rapport à la crise que nous connaissons, mais nous sommes sur chaque front, comme j'ai dit tout à l'heure, engagés sur des pistes qui nous permettront d'être vainqueurs parce que nous avons raison. Voilà, on va prendre la question des Innocent Olenga. Merci beaucoup, Innocent Olenga, pour le compte des scoopers de C.net. J'ai une question d'abord pour les maires de la ville, une autre pour les gouverneurs militaires, enfin pour les ministres Mutinga. Ce sont des courtes, c'est-à-dire la circulation des motos dans la ville de Goma. Mais il s'est avéré que l'insécurité a d'autres sources. À quand la levée de cette mesure? Parce qu'elle asphyxie et paralyse les activités dans la ville. L'M23 n'est pas une nouveauté. On l'a connu en 2012 pour être défait en novembre 2013. Vous êtes officier supérieur et connaissez bien les Kivu. À votre nomination, on a pensé que vous étiez l'homme solution. Mais déjà près de 2 ans, l'M23 est dans les Massissi, l'M23 est dans les Rutshuru et une partie des... Pourquoi vous ne parlez pas de l'armée rwandaise? Parce que l'M23 n'existe pas. Je vais y arriver. La difficulté se situe à quel niveau pour bouter ces rebelles et l'armée rwandaise qui les soutient de notre pays? Et devons-nous toujours pleurnicher? Et pourtant nous avons une armée. Au ministre Mutinga, nous avons pleuré nos morts aujourd'hui. Nous les avons enterrés à Kibati. Et sur la route, vous et nous avons constaté de gauche à droite des petits camps de déplacés. Leur situation est désastreuse. Comment et combien de temps pour les sortir de cet enfer? Merci. Alors, merci pour vos questions. Bien avant qu'on va commencer par le ministre Mutinga, il faut savoir qu'il n'y aura pas de meilleure solution pour nos populations déplacées que les retours à la sécurité des régions d'où ils viennent. Donc, quel que soit ce que nous envisagerons de faire, ce seront de mesures provisoires. Voilà les commentaires que je voulais faire avant que le ministre Mutinga ne vous réponde. Et puis, on passera la parole au maire de la ville et on finira par le gouverneur militaire. Monsieur le ministre. Cher ami,
votre question est pertinente. Il y a au Nord Kivu plus ou moins 3 millions de déplacés. Il y a le camp de Kanoruchinya, de Boshagara, il y a des camps simultanés qui se sont installés sur tout le long du parcours entre Saké et Goma. Et le mouvement se poursuit petit à petit pour atteindre la ville de Goma. Cette situation préoccupe le président de la République. Cette question nous préoccupe parce que nous avons reçu les instructions. Un plan de réponse a été élaboré. Un plan de réponse qui exige 2 milliards, 600 millions pour répondre à toutes les catastrophes naturelles qui ont jeté dans la rue, dans le cas de déplacer nos compatriotes. Et à ce jour, avec les partenaires étrangers, nous avons déjà rassemblé plus ou moins 10% des 2 milliards. Nous continuons le plaidoyer. Dès que nous aurons suffisamment de moyens, nous allons penser au déplacement de nos amis qui sont dans les camps de sinistrés. Il y a dans ce cas-là pas seulement les abris que vous déplorez, mais il y a des questions beaucoup plus graves. Parce que dans ces camps, on n'a pas de latrines. Les quelques latrines qui ont été construites sont aujourd'hui pleines. Vous connaissez la qualité du sol de Goma. On a des difficultés pour savoir où on peut éjecter, est-ce qu'il faut construire de nouvelles latrines. Tout cela va dans le cadre de la réponse humanitaire qu'on a élaborée, pour lequel on est en train de faire un plaidoyer. Lorsque le Parlement se sera installé, il y a des crédits qui sont prévus au budget de l'État et ce budget va entrer en vigueur bientôt d'ici le mois de mai, le mois de juin, et nous allons répondre tant soit peu à l'amélioration des abris en faveur de sinistrés. Voilà, merci. On va passer la parole au maire de la ville et je souhaiterais qu'à l'occasion, peut-être que le gouverneur vous complétera, que vous nous dites comment vous sécurisez les différents camps des déplacés, parce que c'est aussi une préoccupation. Excellence, quant à la question de savoir quand est-ce que nous allons autoriser les motards à circuler au-delà de 18 heures, c'est une question d'évaluation. La courbe était ascendante dès le début. Comme couche sociale cible, c'était les cambistes et les vendeurs de cartes prépayées. On observe le plateau. À un moment donné, ça sera une descente, une courbe descendante. Alors, en ce moment-là, après avoir réuni toutes les conditions, en commençant par vous-même, les journalistes, le jour où vous allez nous dire que non, ça va, les motards eux-mêmes ont pris aussi conscience que le moyen le plus facile qu'on utilise pour la criminalité dans la ville, en dénonçant eux-mêmes aussi leurs collègues qui sont malfrats, en ce moment-là, nous allons lever la mesure. Mais d'un coup, comme ça, c'est pas facile. Je vous dis une chose, nous avons encore 15 motos. Nous avons lancé l'appel. Celui qui a estimé que sa moto n'a toujours pas été retrouvée, qu'il vienne chercher avec les preuves d'achat. C'est sans succès. Et Son Excellence, nous avons, au cours d'une opération, arrêté 9 motards. Il y a seulement 2 ou 3 semaines, qui venaient de Bunagana, qui venaient de Rutshuru Centre, qui venaient de Rugari, voilà. Vos collègues qui sont ici à Goma, je leur ai donné la possibilité d'interroger les motards. Qui est-ce qu'ils amenaient ou quel type de marchandises? La réponse est dans les motards. C'est pour vous dire que jusque-là, il y a encore le malaise. Nous devons utiliser toutes les autres stratégies
pour que l'accalmie puisse être constatée par tous au bénéfice de la population. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Il y avait peut-être une petite question, je ne sais pas si ce sera vous, les gouverneurs militaires, sur la sécurisation des camps des déplacés. La sécurisation des camps de déplacés, d'abord selon les normes à caractère international, il est interdit de voir circuler dans les camps les armes. Mais, à un moment donné, nous étions obligés de prendre une option de faire le bouclage dans les camps de déplacés. Parce que tous ces déplacés ne sont pas sains. Et par après, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pourra vous dire quelque chose qu'il avait initié, contacter certains qui ont le commandement tout autour de camps. Voilà, merci. Monsieur le Gouverneur, peut-être qu'un commentaire sur cette question de sécurité du camp, parce que c'est important. On raconte qu'il y a des cas de violence, notamment sexuelles, des attaques sur les femmes. Comment vous gérez ces questions avant peut-être de répondre à la question d'Innocent Olenga? Merci, Excellence. Je crois que pour ce qui concerne la sécurisation du camp, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Comme vous connaissez le camp, ce sont des milliers de replis de dépendants, soit des militaires, soit des Wazalendo. À ce niveau, nous avions pris des mesures interdisant la présence d'une arme dans le camp. La deuxième mesure, c'était de renforcer des mesures sécuritaires autour du camp et nous y avions déployé des forces de la police. Et à l'intérieur du camp, nous y avions mis aussi les forces de la police chargées de la protection des déplacés. Ça, ce sont des mesures que nous avions prises. Mais il ne faut pas aussi trop se fier aux dénonciations. Il y a eu des dénonciations pour des violences sexuelles, mais il y a des enquêtes qui ont été menées par la justice militaire, mais jusque-là, on n'a pas trouvé des évidences. Je ne dis pas que c'est faux, mais ce n'est pas comme on les reporte. Donc il ne faut pas trop vous fier à ce qu'on vous raconte. Voilà, sur la question, je vous en prie, Monsieur le maire, vous pouvez regarder votre place. Sur la question d'Innocent Olenga, avez-vous un petit commentaire? Oui, s'agissant de ce qu'il a appelé pleurnicher, je crois que si vous connaissez notre histoire dans cette province, nous sommes parmi les grands acteurs qui ont défait les Rwandais dans cette province en 2012. Et aujourd'hui, on ne peut pas pleurnicher. On se prépare à le faire. Ce n'est pas que on le fait comme vous le voulez, parce que je sais que ce que nous avons ici, c'est un problème d'impatience. Parce que normalement, la population a besoin de rentrer, et quand ça passe 1 mois, 2 mois, commence à dire c'est fini, il n'y aura plus de réponse. Je crois que je peux laisser cette question-là de manière discrète au planificateur des opérations, mais je ne sais pas vous dire quelle est la réponse maintenant, mais je refuse les mots nous sommes en train de pleurnicher. Nous sommes en train plutôt de nous préparer. Voilà, parce que j'entends beaucoup ces verbes-là, pleurnicher. Il faut faire très attention et ne pas tomber dans les pièges de la manipulation. Lorsque les Rwandais crient « Ah, il y a des Wazalendo qui se battent là-bas », c'est pas pleurnicher? Qu'entendez-vous par pleurnicher? Lorsque nous faisons la communication, parce que la communication c'est aussi un outil de guerre. Pourquoi pensez-vous que le Rwanda s'est subitement a ressorti sa casquette d'État menteur, d'État manipulateur, d'État trolleur? Pourquoi pensez-vous qu'ils mentent tous les jours? Pourquoi pensez-vous qu'ils inondent nos réseaux sociaux tous les jours? Mais parce que dans la bataille de la communication, ils sont très très en retard. Et parce qu'ils sont doués dans la manipulation, et parce que nous sommes dans un contexte démocratique et ne le sont pas, nous tous nous relayons parfois, inconsciemment, nous faisons les jeux de l'ennemi. Donc il ne faut pas considérer que lorsque nous parlons de diplomatie, ou lorsque nous faisons une communication qui accompagne la guerre,
il ne faut pas considérer ça comme pernicieux parce que je suis sûr que ces verbes ont été dictés par l'ennemi et inoculés. Et c'est ici le lieu d'interpeller tout le monde. Et c'est pour ça que c'est bien, on a voulu vous rencontrer malgré tout le temps qu'on a passé aujourd'hui parce que c'est vous qui dites la vérité. Dans cette guerre, il y a beaucoup de manipulations. Et chaque fois que vous recevez une information, le général a dit tout à l'heure, il y avait des soupçons d'une organisation internationale crédible qui disait qu'il y avait des cas de viol, mais ils ne sont jamais venus, par exemple, présenter leurs preuves. Mais tout le monde a pris ce qu'ils ont dit comme vérité. Donc, faisons attention à ce que nous distillons et prenons toujours le soin de nous référer aux autorités. Bon, on va terminer cet exercice bientôt. On va prendre deux des Goma et puis on prendra 2 des Kinshasa pour terminer. Des Goma, on va prendre... alors, Monsieur Touvé, on va prendre une dame, Madame Acha, comment? Madame Acha, oui, s'il vous plaît. Elle est là? Allez-y, s'il vous plaît. Et puis, ce sera Fidèle Kitsa. On peut prendre les 2 questions, s'il vous plaît, en même temps. Comme ça, on y répond et on prendra les 2 autres questions de Kinshasa pour terminer. Je m'appelle Achanganga. Je suis éditrice du journal L'Est à la Une. La question que j'allais poser... Merci. Là, je tiens la question. Voilà. Merci beaucoup. Alors, madame, vous êtes de Goma, allez-y. Vous allez, parce que madame n'a pas posé des questions. Merci de la parole m'accorder, monsieur le ministre. Fidèle Kissa, correspondant de Brut Afrique, également d'Info.cd. La première question, c'est de savoir, les 35 personnes tuées ont été enterrées au nouveau cimetière appelé cimetière du génocide pour des fins économiques génocostes. Ce n'est pas la première fois que des gens sont tués en masse au Nord Kivu. Qu'est-ce qui a motivé le gouvernement congolais à faire comme s'il saute sur l'occasion? Les choix du site de Kibati, situé à seulement près de 4 km des positions des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. La seconde question, monsieur le ministre, nous sommes au mois de mai, 3 ans déjà, depuis l'instauration de l'état de siège par le président de la République. Où sommes-nous et où allons-nous pendant que le Nord Kivu, dans son entièreté, géré par des militaires, venus instaurer la sécurité et la paix, continue à enregistrer des morts? Merci. Voilà, alors à la première question, je ne sais pas à qui vous l'avez destinée, mais je pense que le ministre peut y répondre avec des compléments de M. Lundula, et je répondrai à la question sur l'état de siège. Merci beaucoup. C'est vrai, il y a eu beaucoup de cas de morts en masse. J'ai eu à le dire dans mon mot d'introduction qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Si, avec les régimes passés, il n'y avait pas cette politique de justice transitionnelle, souvenez-vous, il y a eu beaucoup de cas de décès. On ne s'occupait même pas de décès. Il y a eu des cas de tueries par des personnes même identifiées qui courent les rues, qui continuent à se promener, qui occupent des postes de responsabilité, alors qu'on devait, par le vetting, garantir la non-répétition. Ces gens courent les rues. Souvenez-vous, avec le régime actuel, sous le président Félix Tshisekedi, dont nous saluons l'action, plusieurs n'en parlaient plus, mais le mois de septembre, c'était hier pratiquement, il y a eu un carnage ici dans cette ville de Goma. Mais vous avez vu la spontanéité avec laquelle le gouvernement a réagi. Nous sommes venus, 2 vice-premiers ministres, un ministre, un vice-ministre. On a enquêté, on a établi les faits. Les responsables ont été jugés, condamnés. Ils sont en train de purger, même s'ils sont en appel, mais ils sont en train de purger. On n'avait jamais vu ça. Pour dire qu'il y a un changement. Nous avons un nouveau gouvernement avec un autre président de la République qui fait de la promotion, de la protection des droits de l'homme son cheval de bataille. Ce n'est pas parfait, j'en conviens. Mais au moins, on ne reprochera pas à notre chef d'État d'avoir la volonté de rompre avec ce cycle de violence, avec l'instauration de la justice transitionnelle. Pourquoi Kibati? Pourquoi Génocos justement? Nous sommes venus. Nous pensons que nous ne sommes pas venus au ministère des Droits humains par hasard.
nous avons une certaine expérience. On a été sous d'autres cieux comment les choses sont organisées. En Afrique du Sud, au niveau de l'Amérique latine, en Colombie, au niveau d'autres pays africains, il y a des cimetières spéciaux qui existent. Nous n'en avons pas. Dans le cadre de la justice transitionnelle, avec FONAREV que nous avons aujourd'hui, il était important. Figurez-vous, il y a eu plusieurs massacres, même dans la ville de Kinshasa. Vous vous souvenez encore de cette fosse commune qu'on a eue à Maluku. Mais est-ce que nous pouvons encore reconnaître ou retrouver cette fosse commune-là? Pourtant, ce sont des Congolais, vous, comme vous et moi. Ceux qui sont décédés là n'avaient pas moins de droits que nous. Comme aujourd'hui, ces enfants pouvaient être nos enfants. Il faut de la dignité. Et le chef de l'État avait insisté qu'il faut des funérailles dignes, des sépulcres dignes. Pour la première fois, des gens qui sont morts en masse ont des sépulcres dignes de ce nom. Ça ne va pas s'arrêter là. On va construire un site de mémoire pour que nous puissions continuer, l'expression est revenue, documenter, constituer un cadre de souvenirs, un mémorial, pour que même les générations à venir, le reste ce n'est pas la première fois, mais avec la guerre de 6 jours à Kisangani, il y a un cimetière aussi où on a enterré ces morts-là. Dans le cadre de Frivao, c'est-à-dire l'argent qui provient de l'indemnisation de l'Ouganda dont a parlé le ministre de la Communication, ce site sera amélioré au même moment que des réparations seront apportées aux membres de famille. Voilà, merci. Un petit complément de... Excusez-moi, en un mot, lorsque vous posez la question sur pourquoi à Kibati, nous sommes venus, nous avons posé le problème à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Il nous a proposé ce site-là. Il n'a pas trouvé, en tout cas, mieux que là-bas. Ce qui nous a été proposé, nous ne pouvions pas dire non, nous ne voulons pas, nous tenons à ce que ça se passe dans les stades de l'unité. Non, mais c'est lui qui gère la province du Nord Kivu, certainement après concertation avec les maires de la ville et les responsables du territoire de Nirangongo et nos honorables députés dont nous saluons la présence, Madame Adèle comme l'honorable Eric et Patrice Nyamata, qui se sont... non, Patrick Mouniombo. Excusez-moi, qu'est-ce que je dis? Mais nous avons aussi l'honorable Patrick Mouniombo, le président de l'Assemblée provinciale. Oui, le président de l'Assemblée provinciale. Tous, on s'est concerté, excusez-moi d'avoir... excusez-moi. Donc tous, nous avons conjugué nos efforts et ce n'était pas évident. Merci pour votre présence parce que vous n'étiez pas là. Pour convaincre surtout les autres membres de la société civile qui ne comprenaient pas les bien fondés de cette marche, nous ne serions pas arrivés. Chers honorables, merci beaucoup pour votre implication. Peut-être qu'on va prendre les directeurs du FONAREV et on termine avec vous, mon général, sur la question. Oui, on va terminer avec vous sur les questions. Oui, monsieur le ministre de la Communication, juste pour compléter le ministre des Droits humains, pourquoi maintenant? Tout simplement, ça rentre dans le cadre de notre mandat. Dans le cadre de notre plan opérationnel, nous avons l'obligation cette année-ci de construire près de 55 projets, dont plusieurs mémorials. Donc, il n'y a rien de nouveau. En fait, si ça n'a jamais été fait auparavant, parce que c'était inscrit nulle part, et dans la loi FONAREV, nous avons l'obligation en effet de construire ou d'ériger des monuments, des musées et des mémorials en souvenir de nos victimes. Donc nous sommes totalement dans le cadre de notre mandat, tout simplement. Merci. Monsieur le gouverneur militaire, s'il vous plaît. Oui, c'était juste faire un commentaire sur le choix de Kibati. C'est un terrain de l'État, parce que ça appartient aux anciens combattants. C'est 1 hectare 44 arts. Donc à ce moment, il n'y avait aucune difficulté qu'on puisse avoir des problèmes avec la population, dire on a pris leur terrain. Le deuxième élément de choix, c'est que vous aviez compris que sur l'axe Mugunga, l'ennemi est capable de tirer à 20 km, qui nous garantissait le comportement de l'ennemi pendant les obsèques. Et surtout que vous aviez entendu, vous aviez suivi dans les réseaux sociaux, Nanga a dit, je vais saboter cette cérémonie, je vais bombarder. De quoi vous aviez suivi ça? Donc c'est pour des raisons, non seulement de sécurité de la cérémonie, mais aussi sur l'intérêt de l'État qui ne posera aucun problème avec la population. Voilà.
Alors, sur la question de l'état de siège, j'entends beaucoup des gens revenir là-dessus. Je n'ai pas besoin de revenir aux origines de l'état de siège parce que c'était au départ une revendication des différentes communautés. Mais aujourd'hui, il y a eu des mesures d'allègement qui ont été prises, notamment pendant la période de campagne électorale. Je pense qu'il y a des députés qui sont dans la salle et que l'idéal serait d'arriver à lever cette mesure. Mais comment pensez-vous qu'on puisse lever la mesure dans un contexte de guerre? Alors moi, je ne comprends pas, parce qu'il y a toujours une tendance à diaboliser entre guillemets nos militaires, parce que très souvent, on ne fait pas mention de leur sacrifice. Mais je ne suis pas sûr que dans les contextes actuels, d'autres pourraient faire mieux qu'eux. Au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de nos préjugés, parce que c'est une question qu'on a voulu politiser, là où on a voulu apporter une réponse structurée. Ce n'est pas ici qu'on va faire l'économie. Le général Yangbe dans la salle, on a travaillé ça sur ces questions avec le général Ndima, de ce que l'état de siège a pu apporter. La question principale ici, c'est l'agression. Il y aurait eu des civils, la situation aurait été beaucoup plus compliquée. Avec les militaires, au moins on a la possibilité de pouvoir avoir des réponses rapides. Il y avait des inquiétudes, notamment sur la question de la liberté de manifester ou de la liberté d'expression. Je pense qu'il y a eu des allègements. Je ne sais pas si de ces points de vue, il y aura peut-être un complément du gouverneur, mais il faut considérer qu'il n'y a aucune revendication qui ne soit portée par nos populations, qui ne soit pas entendue. Et comme il y avait déjà eu une table ronde qui avait réfléchi, et il y a des propositions qui sont à la table du président, on allège, on suspend ou on maintient, les moments venus, en fonction de l'évolution de la question sécuritaire, des options seront levées. Donc je pense que là, il faut avoir vos apaisements. Vous voulez compléter un petit mot peut-être sur la question, mon général? Oui, il y a beaucoup de gens qui s'acharnent à l'état de siège et je pense qu'ils doivent s'apaiser. Parce que ce n'est pas nous qui avions décidé l'instauration de l'état de siège et lorsque ça sera décidé que ça cesse, ça va cesser. Mais ce que je dis toujours, avec la petite expérience de 7 mois déjà que je suis à la tête de la province, on ne me dira pas que les civils étaient de bons gestionnaires que les militaires. Je crois que vous êtes témoin. Merci. On ne va pas aller dans les comparaisons. Alors, on est en train de clôturer cet exercice. Laura Nyang de la RTNC où? Madame, s'il vous plaît, une question. On prendra une question de M. Nyang de la RTNC et puis on prendra, je vois que les techniciens me disent qu'on va terminer, on terminera avec ceux de Kinshasa. Excusez, monsieur le ministre, j'avais 3, est-ce que je peux poser seulement 2? 2, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît, rapidement, okay. S'il vous plaît. Comme on les note, on y répondra en une fois pour toutes. Comme je l'ai dit, j'ai 2 petites préoccupations. Qu'attend le gouvernement congolais pour doter aux Ouazalendo de leur tenue distinctive des celles de forces armées de la RDC et de la police pour éviter des confusions sur les terrains? Bref, comment ils sont organisés? La deuxième préoccupation s'adresse au directeur de FONAREV. Avec cette cérémonie d'aujourd'hui, nous avons montré à la face du monde qu'on est en deuil. Est-ce que les concerts des Fally Ipupa est opportun dans la ville de Goma? Merci. Merci. On va prendre les questions de Laurent Nyangé. On prend les questions de Laurent, on répondra une fois pour toutes aux 2 questions. Et puis on prendra les questions de nos amis de Kinshasa. Merci, Excellence. C'est Laurent Nyangé de la RTNC Goma. J'ai une préoccupation. Je voudrais savoir pourquoi la communauté internationale a du mal à croire en des cris de détresse lancés plusieurs fois par les Congolais. Et la question est adressée à vous, Monsieur Patrick Mouyaya. Ne vous reprochez-vous pas de quelque chose merci. En tant que gouvernement congolais? Merci. Oui. Alors, on va commencer alors par Monsieur Lucien, s'il vous plaît. Merci pour la question, Madame. Premièrement, je tiens à signaler et à préciser que le FONAREV n'est ni co-organisateur ni parrain de cet événement-là. Et deuxièmement, je vais directement pour vous dire que cet événement a d'abord été annulé. Mais je tiens quand même à préciser ici, dans le cadre de la vulgarisation et
du FONAREV, ou encore de tout simplement comment le rendre, dirons-nous, auprès de toutes les populations, que ce soit quelque chose de connu, nous utilisons toutes sortes de personnes. Vous vous souviendrez, lors du moment de la CAN, nous avons utilisé nos léopards comme nos ambassadeurs avec notre leitmotiv que vous connaissez tous aujourd'hui, plus jamais seul. Vous avez vu l'effet que ça a eu sur l'ensemble, non seulement du continent africain, même au-delà de frontières. Deuxièmement, nous avons eu une autre campagne de sensibilisation avec Nos Voix pour elles. Ça aussi, c'était une campagne où nous avons choisi, entre autres, différentes personnalités féminines, y compris l'actuelle première ministre, Madame Swaminoa Tuluka, pour parler au nom des victimes. Et tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Il y a quelques mois, le pasteur Mbi est venu ici comme ambassadeur du FONAREV. Nous choisissons, au fait, tout simplement des patriotes, des compatriotes congolais qui ont une certaine aura, non seulement au niveau national, mais international, pour parler des victimes. Fali Poupa fait partie des ambassadeurs du FONAREV. Il a décidé, à titre personnel, d'organiser un concert pour pouvoir récolter les fonds, pour pouvoir subvenir aux besoins de déplacer des Kanyaruchinya. Mais entre-temps, il y a tellement eu une vague par rapport à l'événement, il a décidé tout simplement d'annuler pour ne pas essayer il y a tellement eu de commentaires qu'il a tout simplement décidé de ne plus organiser son concert parce qu'il avait l'impression qu'il ne travaillait plus dans le cadre d'apporter un soutien aux déplacés. Et pour ne pas créer polémique, il a tout simplement décidé d'annuler ces concerts. Voilà. Voilà. Alors, sur la question de Ouazalendo, je voudrais que le général puisse nous répondre, mais ici, je dois rappeler 2-3 principes. Nous disons que notre pays est agressé. On ne peut pas empêcher à un Congolais où qu'il se trouve de défendre sa patrie. Nous, gouvernement, nous avons, pour contenir justement tous ces compatriotes qui ont besoin de défendre la patrie, on a créé la réserve armée de défense. Mais dans cette réserve armée de défense, ceux qui en feront partie seront ceux qui auront répondu au critérium qui est préalablement établi. Moi, j'ai personnellement jamais entendu parler des tenues qu'on devait donner au Ouazalendo tel que vous l'avez insinué, mais sur le principe, il faut considérer que les Congolais ont le droit de défendre leur territoire et que le gouvernement, à côté de l'armée, travaille notamment à la création de la réserve armée des défenses pour voir comment canaliser tous ceux qui veulent être prêts, être considérés comme réservistes pour défendre la patrie. Peut-être que vous-même, vous êtes volontaire, on verra comment vous inscrire dans la réserve armée des défenses. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Je pense, si c'est lui qui a posé la question de Ouazalendo et de Goma, nous avons ici, en ce jour, une délégation de la réserve armée pour la défense qui est ici et qui fait des sensibilisations. C'est dans les motifs d'arriver à réorganiser les Ouazalendo et leur donner une dotation spécifique. Ça va arriver. Mais ce que je ne voulais pas de votre côté ou de nous tous, c'est que nous sommes en train de tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que la vraie guerre aujourd'hui du Rwanda, c'est la guerre contre les Ouazalendo. Ils ne veulent pas voir les Ouazalendo résister pour leur terre ou défendre leur population. Ils cherchent à les diaboliser pour qu'à la fin, on puisse les blacklister et peut-être les soustraire dans les opérations pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus de facilité. Mais je crois qu'il y a une organisation qui est là, il y a une organisation qui est en train de se faire et il y a des moyens qu'on nous envoie pour les prendre à la disposition. Le problème de tenir, ça va arriver parce que c'est un besoin. Merci. Okay, d'accord. Alors, on va prendre les dernières questions. Une question. Alors, à votre question, mais peut-être qu'il faut poser la question à la communauté internationale. De toute évidence, le président de la République en tête et tous les gouvernements, nous savons que notre sort dépend d'abord de nous-mêmes. Nous devons compter d'abord sur nous-mêmes et c'est ce que nous continuons de faire. Parce que malheureusement, dans la diplomatie, on parle des rapports de force, on parle des relations d'État à État,
Nous ne voulons pas être tributaires de cela, même si nous faisons la diplomatie. Nous voulons être cohérents par rapport à notre plan à nous-mêmes. Voilà, on va prendre les trois des Kinshasa pour terminer. Madame Rachel, Monsieur Eric Izami et Edmond Izouba. Une question par personne, s'il vous plaît. De ma proximité. Merci Eric Izami pour Antenne ATV. Monsieur le ministre, merci de la parole. On a été aujourd'hui à la cérémonie d'inhumation de victimes de la bombe qui est tombée les 3. J'ai vu les enfants orphelins. Et ça tombe très bien, le représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se trouve être le ministre des Droits humains, Fabrice Pouela. Duverger, vous êtes juriste, Duverger a dit à celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien. Qu'est-ce qui est prévu pour ces enfants qui sont nôtres? Parce qu'ils doivent vivre après. Mais j'aurais voulu aussi poser la question au ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe, pour aller au-delà de ce qui est présenté. C'est-à-dire que je suis en train de comparer ici et je note que, notamment pour la France, le président Macron a évolué dans son langage autrefois. Mais je profite des discours qui sont prononcés autant par les députés au niveau de la France ou au niveau européen. Je cite ici Thierry Mariani. Alors, je voudrais savoir, au nom de l'apaisement, parce que d'aucuns demandent toujours que nous puissions nous aussi attaquer, y a-t-il espoir? Parce que justement, j'ai remarqué que cette population a beaucoup trop souffert au point qu'elle manque peut-être des larmes à couler, même lorsqu'il y a mort d'hommes. La question au nom de l'apaisement. Y a-t-il espoir par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire? Je sors du cadre congolais. Je crois qu'on a déjà répondu à cette question tout à l'heure. Madame Rachel Kitita, on y répondra. Hein. Je pense que le ministre des Droits humains a noté la préoccupation qui est la vôtre. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du gouvernement, pour la parole. J'ai des petites questions, en tout cas, au ministre des Affaires sociales. L'aide humanitaire que vous avez apportée concernait combien de déplacés au total? C'était quoi cette aide-là? Et en termes de chiffres, si vous pouvez nous le dire, combien ça a coûté au trésor public et peut-être pour les jours à venir, puisque vous dites qu'il faut une aide régulière à peu près tous les 3 mois, chaque trimestre, pour pouvoir assister les déplacés. Ça coûte combien l'aide humanitaire apportée aux déplacés victimes de la guerre d'agression que mène la RDC, le Rwanda à la République démocratique du Congo, au gouverneur militaire? Guerre économique, puisque aujourd'hui, à Roubaïa, vous le savez, je ne vous apprends rien, que décidé par Paul Kagame, désormais il y a une taxe qui est payée au Rwanda après avoir vendu les minerais que l'on exploite en République démocratique du Congo. Tout ça, c'est un manque pour le pays. Comment on va compter finalement récupérer tout ce que nous perdons aujourd'hui? Est-ce que après avoir gagné cette bataille, il y aura une autre étape de pouvoir redemander au Rwanda de dédommager la République démocratique du Congo, puisque c'est des minerais que nous perdons et en termes de millions, c'est beaucoup d'argent que perd la République démocratique du Congo. Alors peut-être une dernière question, porte-parole du gouvernement. Pour vous-même, s'il vous plaît. Depuis le début de cette guerre, où est-ce qu'on se situe, à quel niveau? On a avancé, on fait du surplace ou on recule? On va vous répondre tout à l'heure. La dernière question, s'il vous plaît, Monsieur Izouba, pour terminer. Merci beaucoup, Excellence. C'est juste une petite question. C'est au sujet de réfugiés que ma consoeur a évoqué tout à l'heure. Les déplacés, vous voulez dire? Oui, justement, il y a plusieurs camps qui se multiplient et c'est juste au nez de la ville de Goma. Alors, les conditions sont vraiment inhumaines, exécrables. Est-ce que le gouvernement pense à améliorer? Parce que nous voyons dans d'autres pays, ça ne se passe pas de cette manière. Des gens, des enfants entassés et des conditions vraiment très compliquées. Est-ce que le gouvernement pense à améliorer et c'est dans combien de temps? Parce que plus la guerre avance ou progresse ou perdure, plus
le réfugié s'accroît. Merci beaucoup. Les déplacés, allais-je dire. Je crois qu'on a déjà plus ou moins répondu à cette question, y compris dans ce que Mme Rachel a dit, mais Monsieur le ministre, allez-y pour donner quelques petites précisions. Monsieur le ministre, je disais tout à l'heure que pour tout le Nord Kivu, nous avons plus ou moins 3 millions de déplacés. S'agissant du camp de Mubunga, les contrôles faits indiquent qu'il y a 7000 ménages qui avaient besoin d'être assistés. Et nous avons pu amener près de 450 tonnes de vivres et non-vivres pour distribuer à ces infortunés. Ce travail va être fait incessamment par le gouvernorat de la ville, de la province du Nord Kivu. S'agissant de la question de savoir si on peut compter sur une amélioration. Je vous disais tout à l'heure que nous avons terminé notre année budgétaire avec les élections. Actuellement, le Parlement est en train de s'installer et nous avons des crédits importants qui sont inscrits au budget de l'État pour l'assistance humanitaire. Nous comptons d'abord sur la République démocratique du Congo. Aussitôt que le Parlement va être en plein exercice, ces crédits vont être débloqués pour assister nos compatriotes. Autrement, sur le plan international, je le disais tout à l'heure, nous avons commencé un plaidoyer qui nécessite 2,6 milliards de dollars et les démarches font bon train, le plaidoyer prend. Nous avons déjà plus de 10% de sommes encaissées et bientôt nous allons reprendre les distributions et l'assistance non seulement à Mubunga, au Nord Kivu, mais également nous allons assister les sinistrés à Nituri. Merci bien. Un complément, M. Lundula? Oui, tout à fait. Pour répondre toujours à la question à quand faudra-t-il s'occuper de toutes ces personnes, n'oublions pas que ça rentre toujours dans le cadre de notre mandat. Toutefois, il faut d'abord identifier les victimes. Pour identifier, faire ce travail, nous avons commencé depuis hier ce que nous appelons les centres d'identification des victimes. Les victimes qui seront identifiées, par après, nous les emmènerons dans une liste unique consolidée qui sera logée au ministère des Droits humains. Et à partir de là, seulement, nous pourrons commencer à établir ce que nous appelons dans le cadre de la justice transitionnelle des réparations. Et dans le cadre de ces réparations, comme l'avait si bien dit le ministre des Droits humains, il y a bien sûr ce que nous appelons des réparations individuelles, mais il y a aussi ce que nous appelons dans les quatre piliers, l'accompagnement, l'accès à la justice, mais dans le cadre des réparations individuelles, il y a également la réinsertion socio-économique. Il y a tous ces aspects qui rentrent totalement dans le cadre de notre mandat. Nous sommes en train de poser les bases solides pour nous permettre plus tard d'apporter ces réparations aux victimes. Voilà. Merci. Alors, mon général, peut-être un petit commentaire sur Ubaya. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire à propos? Je pense que pour Ubaya, c'est comme je l'ai dit, c'est une réponse de planification. Voilà. Et pour l'autre volet de la question, Madame Rachel, le ministre Apol en a parlé longuement. Moi, je suis revenu dessus. On a parlé de la documentation. Je ne sais pas si vous avez lu le dossier qui accompagne la mise en demeure des Apple. Je pourrais vous les partager si vous ne l'avez pas lu à la fin de cet exercice. Vous allez voir que c'est un dossier en béton. Et quoi qu'il en soit, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, les statistiques de production, on arrive toujours à les connaître et à les savoir. Nous aurons, le moment venu, suffisamment d'éléments à propos, y compris, non pas seulement pour attaquer le Rwanda, qui est l'État receleur. D'ailleurs, le président Kagame lui-même l'avait dit, il a reconnu. Il y a ceux qui achètent après et on verra ce qu'il en sera quand la démarche contre Apple sera considérée comme un exemple pour tous ceux qui pensent pouvoir profiter des mines de sang en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre Apple, on va terminer cet exercice rapidement. Je voudrais peut-être que chacun de nous prendre 2-3 secondes pour des mots de conclusion.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Communication. Tout à l'heure, il m'a été posé la question avant de conclure justement en ce qui concerne ce que le professeur Massiala Masolo qui venait de nous quitter, qu'il a appelé les enfants des personnes. Vous avez vu des enfants au lieu des obsèques de funérailles de nos 35 compatriotes. Quel est le sort de ces enfants? Qu'est-ce que la République, pour ne pas forcément parler du chef de l'État, nous sommes avec le ministre des Affaires sociales. Tout est en train d'être mis en œuvre. Je n'aimerais pas anticiper. Je réserve la primeur à son Excellence le Président de la République, surtout en ce qui concerne cet enfant, au fait, qui va, à mon sens, incarner cette barbarie, cette cruauté, ce cynisme de Rwandais en larguant une bombe dans un camp de déplacés. Cet enfant qu'on a appelé grâce, alors que le droit au nom, c'est un droit garanti. Mais puisque sa mère n'est plus là, personne ne pouvait nous rappeler son vrai prénom par lequel on l'appelait. On l'a appelé grâce. Donc la République, pour ne pas dire forcément la famille présidentielle, est au courant et de ces cas, mais des autres cas aussi, tout comme des orphelins qui sont ici. Mais figurez-vous, en ce qui concerne les orphelinats ou même l'adoption ou la prise en charge de ces enfants, tout doit être très bien encadré pour qu'on ne tombe pas sur les travers des trafics d'êtres humains, des trafics d'enfants. C'est courant sous d'autres cieux, cela doit être très bien encadré. Je m'en voudrais de finir cet exercice comme celui qui nous fait l'honneur de nous inviter l'a appelé, sans saluer et remercier la vaillante population du Nord Kivu et de Goma particulièrement. Plusieurs ont pensé nous transporter la torpeur, la peur, mais on a vu qu'au lieu de jeter cette torpeur, cet événement a uni les Gomatraciens. Les habitants du Nord Kivu, je ne m'attendais pas à voir, et les Congolais dans leur ensemble. On n'a pas eu des obsèques qui pouvaient mobiliser autant de monde, autant d'autorités nationales et provinciales. Je vois les Mwami, je vois les chefs de division, je vois tous les commandants des différents corps militaires, de la police. Que dire de la population civile, de la société civile? Toute la ville était mobilisée et une procession avec une telle marée humaine, c'est cela au fait les premiers éléments d'une vraie nation. Que l'on soit, nous avons eu des messages de partout, à travers le monde, d'encouragement. D'autres voulaient même nous amener cette peur avec des menaces. Non, n'allez pas là-bas, on va vous tuer, on va vous faire ceci. Mais nous sommes là, nous sommes allés jusque là où les bombes sont tombées. Ça veut dire que nous aimons notre pays. En dehors de ces remerciements, je remercie aussi son Excellence, Monsieur le Gouverneur militaire, mais aussi les députés nationaux, l'honorable Patrick Mouyoumon, on ne va pas m'y reprendre deux fois, l'honorable Angel, oui, la presse locale qui nous a accompagnés partout. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, un mot rapidement, on va terminer, on prendra le gouverneur avant que je ne puisse conclure. Monsieur le ministre de la Communication, la crise humanitaire en République démocratique du Congo est considérée comme la plus complexe et celle qui a duré plus longtemps à travers le monde. Et résoudre cette crise nécessite le retour à la paix en République démocratique du Congo, car les sinistrés que nous avons rencontrés partout où nous sommes passés ne demandent pas deux choses. Bien sûr, ils ont faim, ils ont la maladie, ils souffrent, mais ne demandent qu'une chose, le retour dans leur milieu d'origine, le retour à la paix. C'est ici le lieu de féliciter le président Tshisekedi qui se bat pour que nous puissions retrouver cette paix. C'est ici également le lieu d'interpeller la communauté internationale qui continue à se tergiverser pour demander à Kagame de quitter notre territoire pour nous appuyer. Je pense que cette interpellation vaut le coup pour que ces sinistrés, 26 millions de déplacés dans notre pays, puissent trouver la solution. Merci. Merci. Monsieur Lucien, un petit mot. En guise de conclusion, j'aimerais tout simplement que, en tant que Congolais, que nous puissions remercier le président de la République ainsi que la distinguée première dame pour avoir instauré ou mis en
place le FONAREV, qui est une institution dédiée, comme on l'a dit, non seulement à protéger, mais à accompagner les victimes dans la réparation. Et c'est une structure qui est totalement victimo-centrée. Nous associons les victimes dans tout ce que nous faisons, aussi bien dans la structure du FONAREV, vous verrez que les victimes sont impliquées à tous les niveaux. Et pour nous, ça serait un message d'espoir et une lumière pour toutes les victimes, pour leur dire que plus jamais elles ne seront seules. Et en tant que responsable de cette structure, je tiens également à remercier le gouvernement provincial et ainsi que les honorables députés qui nous ont accompagnés dans cette lourde charge, mais évidemment les deux ministères, les deux ministres et vous-même aujourd'hui qui nous avez tout simplement associés à cet accompagnement d'une action gouvernementale. Et nous nous réjouissons de cette première expérience où nous avons coordonné le Parlement, le gouvernement central et un établissement public pour pouvoir offrir à nos victimes des obsèques dignes de ce nom. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que vous, avec vos équipes, vous allez encore rester plusieurs jours à Goma pour faire ce travail. Monsieur le gouverneur, ma question, il y a question Kiswahili, mais il n'y a plus le temps. Nawaza conclusion yako itaifanya Kiswahili njoo kuapeze ba population ya Goma kama huku na kama ma question inakuya batamkoze ma question quand tunaisha. Il n'y a plus de questions à poser ici. Peut-être que vous pouvez faire une conclusion en Swahili pour dire un mot à tous qui auraient voulu poser des questions en Swahili et pour apaiser la population de Goma qui s'est montrée aujourd'hui particulièrement mobilisée et en solidarité avec ceux qui sont morts à cause des bombes rwandaises. Aksanti mheshimiwa, nataka kwa niaba ya mimi mwenyewe na kwa population ya Nord Kivu kushukuru kwanza President de la Republique mwenye aliwatuma huku, kwani kila wakati kama tuko na shida tunaonaka delegation inafika juu ya kutupongeza. Ya pili, nilipenda kuambia wa journalist wasikuwa wanafanya kampanya ya adui, kwani adui akatuma kitu kidogo mrezo sosio wanakosa kuwa na objectivité, wanarule na masentiment. Ya tatu, nitaka kusema patience ndio inalipaka. Hapana kuwazia sema ukalala njaa leo na kesho ni kusema hautakulaka tena. Ni kusema watu wanapashwa kuwa na confiance na komanda supreme kama kutakuwa jibu. Jua anajua haja ya watoto ya Nord Kivu ni kurudia kwao. Na washukuru. Alors, justice pour Mugunga, 30 ans, ça suffit. Nous avons voulu, nous, à l'instar de nos collègues, faire les déplacements de Goma pour montrer qu'il y a jamais Goma n'a été seul, comme pour emprunter des slogans du FONAREV. Il n'y a aucune question qui concerne les populations des Goma qui ne soit pas traitée ou suivie par les présidents de la République ou le gouvernement lui-même. Et ce soir, nous avons voulu faire de la célébration de nos compatriotes qui sont décédés un événement national. Nous sommes venus avec la télévision nationale qui a consacré toute la journée aux victimes et à parler, à dénoncer les conséquences de cette guerre. Vous avez suivi la série d'émissions que nous avons commencé. 30 ans, ça suffit, parce que 30 ans, c'est trop, pour que nous puissions, nous tous, avoir le même entendement sur cette guerre d'agression. Nous sommes dans un contexte démocratique. Nous avons sûrement des intérêts politiques divergents quelquefois, mais l'intérêt qui nous unit avant tout, c'est l'intérêt de la RDC. Et aujourd'hui, la population de Goma, dans sa pluralité, à la fois politique, à la fois ethnique, a démontré son attachement à la mère patrie. Il suffisait de lire les cartons ou les calicots qui étaient portés par les jeunes. Il faut considérer que le gouvernement est engagé et fera tout ce qui est à son possible pour répondre aux préoccupations qui sont les vôtres, pas seulement, mais aussi et surtout pour récupérer chaque centimètre de ces territoires. La patience est peut-être amère, mais les fruits qui donnent sont délicieux,
comme le général a eu à le dire tout à l'heure. Notre passage ici, c'était non seulement pour témoigner notre solidarité, mais c'était aussi pour donner une réponse à tous ceux qui pensent que Goma est invivable, à tous qui pensent qu'à Goma, on tue à tous les coins de rue. Je pense que le fait que nous avons été là, nous apportons un démenti clair. Et vous avez suivi ce qu'a dit les maires de la ville. L'idéal pour tous les professionnels des médias, c'est aussi cela. Le rôle qui est le vôtre, c'est de continuer à faire votre travail, à donner la bonne information. Ne vous fiez pas à tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de manipulations. Et la meilleure manière de combattre ces manipulations, nous les faisons à partir de Kinshasa, mais à partir de Goma, vous devez de manière permanente continuer le travail que vous faites. En tout cas, je voudrais vous rendre cet hommage qui est largement mérité par rapport au travail que vous faites et surtout par rapport à l'accompagnement que vous assurez au gouvernement, mais aussi aux autorités provinciales. Et donc, je voudrais saluer nos amis de la télévision nationale. Je voudrais saluer aussi les amis de la presse à la fois de Goma et de Kinshasa qui ont fait ces déplacements. De toute évidence, nous allons faire un effort pour continuer à vous apporter les bonnes informations et surtout à vous rassurer que ce que nous faisons, nous le faisons au bénéfice du peuple congolais. De toute évidence, aussi, ici, pour terminer, je vois qu'on m'envoie des messages parce que nos propos sont déjà sortis de leur contexte. Je voudrais rappeler ici que ce soit à Beni, que ce soit en Ituri, que ce soit à Goma, que ce soit à Kenge, que ce soit à Kwamut, le gouvernement se mobilisera toujours pour assurer la défense de chaque Congolais, mais aussi pour appuyer toutes les familles qui seront dans les besoins. Donc il ne faut pas donner de l'espace à la manipulation parce que c'est ça qui nous apporte la division. Merci à vous. C'était une longue journée, mais il fallait bien qu'on la termine de cette manière. Merci, monsieur le gouverneur, pour tout l'encadrement et pour tout le travail. Merci à vous aussi, messieurs et dames de la presse. Merci.